Hi everyone from Lubumbashi, which is the second largest city in DRC. Bonjour à tous depuis la ville de Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de RDC. Nous sommes en pleine DRC Mining Week, la semaine minière où de nombreuses entreprises africaines et internationales sont présentes. Ravi de partager ce moment avec vous, avec nos invités Eunice et Tidjam. Je vois que Fadila s'est joint à nous. I think the session will be run in French and not in English, if not mistaken. But Fadila, Jeffrey, maybe I'll give the mic back to you to start the session. Sure, thank you so much. Thank you so much. Fadila, are you here with us? Okay, welcome everyone. I'm just gonna do some housekeeping. Of course, this is one of the sessions that we organized, looming ahead before the ACES event that is coming up in November, the 30th of November to the 2nd of December, and it will happen in Cape Town. The tickets for the 10th anniversary summit are now on sale. Please go ahead and grab your ticket, and you can go to www.africaninvestorsummit.com, and you can get it at £499. This is about $200 discount that you will get in to have access to our upcoming summit that will take place in South Africa, Cape Town, November 30th to December 2nd. And before we start, I would like to introduce our speakers. And for that, I'm going to start with Tidiane. I will try and switch from French to English to make sure that the audience today that is speaking French can have an idea of what we're talking about. So welcome, Tidiane. I don't know if you're here with us. If I can just have a hi. Hi, I'm here. Thank you. Wonderful, wonderful. So Tidiane is the general partner at Partech. He's co-leading Partech African Fund, and Partech is a multi-stage tech fund exclusively dedicated to African digital market. He joined in 2016. And prior to joining Partech, Tidiane worked for over 15 years in the technology industry in Africa, and as an entrepreneur, a consultant, and a senior business partner. He worked for over 7 years as a senior manager at Google, leading activities in Africa. Welcome again, Tidiane, and it's a pleasure to have you on board with us today. Our next speaker for the day is Eunice Agim. And Eunice Agim is the founder and partner at Agim Capital, an early-stage VC fund backing world-class African tech entrepreneurs, solving some of the most challenging problems that the continent is currently facing. And she was previously a co-founder of Open Teams and founder of Data Geek. Welcome, Eugene. Welcome, Eunice. Are you with us today? Eunice, yes, I am. Can you hear me? Yeah, I can hear you. And of course, the last but not the least is Hannah, which will be our moderator today. Hannah is the country officer for Proparco, one of the largest French DFI in charge of the Democratic Republic of the Congo, and she's also responsible for equity investment in Central Africa. I would like to note that Hannah is also a board member of ABAN, African Business Angel Network, and which is one of the leading association of business angels on the continent. Ladies and gentlemen, my name is Fadila Chumba, and I'm the Secretary General at ABAN, and it's my greatest honor to have you today join us, discuss about 10x early stage investing in Africa. Over to you, Hannah. Merci beaucoup Fadila, bonjour Tidjane, bonjour Eunice, bonjour à tous les invités. Le français va prendre la relève avec grand plaisir et je pense qu'aujourd'hui on peut déjà célébrer le fait que nous puissions tenir une séance de travail d'investissement avec des investisseurs francophones qui, si je ne m'abuse, viennent du Cameroun, du Sénégal et de la RDC. Et sans plus tarder, je vais redonner le micro peut-être à Tidiane qui a sa caméra allumée. Eunice est en train de s'assurer que sa connexion Internet fonctionne. Alors, monsieur Tidiane Démé, ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous nous en dire plus très rapidement sur vous, votre parcours, votre fonds d'investissement et surtout la stratégie d'investissement que vous adoptez en Afrique francophone en particulier? Tidiane a disparu, Eunice est revenue.
Ah si, je suis là, mais Est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend très bien, Anna. Alors, allez-y, Tidiane. Même s'il n'y a plus la vidéo, on vous écoute très attentivement. Euh, Merci de m'avoir invité ici, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir cette conversation en français. Nous avons trop rarement de conversations sur l'investissement en français. Donc, je suis sénégalais, je suis basé à Dakar où je vis et je dirige avec mon ami Cyril, qui est camerounais dans l'âme, puisqu'il a grandi au Cameroun, le fonds d'investissement Partech Africa. Nous avions levé un premier fonds de 125 millions d'euros que nous avons investi pendant les 5 dernières années. Nous venons de clôturer notre second fonds qui fait à peu près 2 fois cette taille. Et nous investissons en série A et B partout en Afrique, mais vraiment partout. Notre premier fonds, nous avons investi dans 17 sociétés, dans 9 pays différents. Nous avons eu la chance, le plaisir en tout cas, d'avoir investi une partie de ce fonds dans les pays francophones. Nous avons investi dans Wave au Sénégal, dans Jamo en Côte d'Ivoire, dans 2 startups au Maroc. Et pour nous, c'est une très bonne surprise parce que là où le marché globalement investi peut-être fait 10%, moins de 10% en Afrique francophone, notre fonds a investi à près d'un quart en Afrique francophone. Et nous avons surtout eu le privilège d'avoir une première licorne en Afrique francophone et de pouvoir valider ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il y a autant d'innovation dans tous les pays d'Afrique et qu'on trouvera des très, très belles boîtes venues de nos pays. J'attends la prochaine du Cameroun, évidemment. N'est-ce pas, Eunice? Fantastique, merci Tidiane pour cette présentation dynamique. Et sans plus tarder, je vais redonner la parole au Cameroun, États-Unis, mademoiselle Eunice, que j'ai rencontrée d'ailleurs pour la première fois à Marrakech. On s'est rencontrés physiquement il y a 2 semaines, donc c'est vraiment un plaisir de te revoir ici. Et alors, je te redonne la parole. N'hésitez pas à présenter votre fonds, un petit peu votre histoire et votre thèse d'investissement sur le continent. Merci beaucoup de m'avoir. Quand on m'a fait comprendre que j'allais parler en français, j'ai dit, mais putain, je ne suis pas sûre que je peux pouvoir faire cette conversation en français, mais je vais essayer. Non, moi, c'est Eunice. Je suis la fondatrice de Agile Capital et nous sommes... j'ai dit que je vais pouvoir changer en français et en anglais. Nous sommes un venture capital qui investit précisément en Afrique... je vais dire l'Ouest, l'Est et puis central. Et nous, on se focalise plus à l'early stage, donc pre-seed et seed. Je suis camerounaise francophone. Malheureusement, ça fait plus de 10 ans que je suis aux États-Unis, donc mon français n'est pas si bon que ça. Et comme d'habitude, je préfère d'habitude parler en anglais, mais j'ai dit que je vais faire des efforts pour communiquer pendant ce webinaire en français. Mais ça fait à peu près 11 ans que je suis aux États-Unis. Je suis venue ici comme une élève internationale. Juste après l'école, j'ai commencé à travailler à Apple. Peut-être à peu près 1 an après que j'ai commencé mon travail à Apple, j'ai décidé de laisser ce travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Après cela, j'ai commencé 2 tech startups ici aux États-Unis. La première compagnie, je peux dire, a échoué, on l'a fermée. Mais la deuxième compagnie, je peux dire, une histoire de succès. Pendant les 3 ans que j'étais là-bas, j'ai pu accueilli 4,2 millions d'investissements avec des venture capital. Et aussi, nous avons grandi la compagnie à plusieurs millions de dollars. Et c'est en organisant vraiment grandissant cette compagnie que je me suis lancée aussi dans l'investissement en Afrique. J'ai toujours été passionnée par l'investissement en Afrique. J'avais tellement d'idées comment développer l'Afrique, mais je savais que je ne pouvais pas le faire moi-même. Donc, j'ai commencé à chercher des personnes qui étaient en train de fixer cette solution. J'ai commencé à investir et puis je me suis rassurée. J'ai vu qu'il n'y avait pas tellement d'opportunités des investisseurs aux États-Unis qui investissaient en Afrique. Donc, j'ai décidé que je vais commencer ma propre compagnie et me focaliser juste dans les investissements en Afrique. Présentement, c'est fund of 10 millions. Nous avons 10 millions et nous investissons à pre-seed et seed
Typical check size, anything between 50 to 250. Okay, that's for me. Parfait. Parfait, Eunice. Votre français reste très bon. Et puis, s'il y a besoin de traduire l'anglais, on pourra le traduire pour vous. Alors, je vais un petit peu résumer les points importants à retenir pour vous, les entrepreneurs. Donc, côté Tidiam, on le félicite. J'imagine qu'il fait partie d'un de ces chevaliers en interne qui a prôné pour les investissements en Afrique francophone. Il évoque le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Question pour vous après la petite pause, Tidiane, quid de l'Afrique centrale? Nous, on est là en RDC, au Cameroun, au Gabon, on meurt de faim, pas de financement VC. On aimerait avoir votre opinion là-dessus. Et ensuite, pour Eunice, on retient effectivement le beau parcours à la fois en corporate, donc important aussi pour les entrepreneurs parfois de passer quelques années dans des grandes entreprises pour apprendre les procédures, établir vos réseaux, avoir de la crédibilité sur le marché, parler aussi de l'échec. Mais l'échec, ce n'est qu'une leçon qui vous permet ensuite de mieux vous lancer pour ensuite créer son fonds. Donc là, au niveau de la stratégie, on a entendu le précis. Vous avez été très clair sur les 20 000 à 100 000 dollars. Donc, si vous voulez un chèque de la part de Nice, c'est entre 20 000 et 100 000 dollars. Hein. Changez bien les tailles de vos demandes de financement. Vous avez parlé de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, je crois. Donc, je vous poserai un petit peu des questions sur la géographie. Mais nous avons une annonce surprise. Apparemment, Fadila, est-ce que vous êtes là, Fadila? Yes, I'm here. So I just want to remind the audience that this session is brought to you by ABAN and VC4A. And that's what stands for the African Early Stage Investor Summit. And just to remind you that if you would like to join us in South Africa, please book your ticket and we can't wait to meet you there. Have a good session. Ok, Fadila est du Cameroun, mais à la moitié nigériane. Donc là, je crois que c'est son côté nigérian vendeur qui est ressorti. Mais c'est une chose qu'on devrait faire plus en Afrique francophone. Alors, Tidjam, je vous redonne la parole. Peut-être votre point sur est-ce facile en interne pour vous de présenter des dossiers Afrique francophone? Quelles sont les différences par rapport à l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou le Kenya? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quid de l'Afrique centrale? Merci. Écoutez, nous avons la chance d'avoir un fonds qui est dédié à l'Afrique. Donc, nous n'investissons qu'en Afrique et nous n'avons pas besoin de nous justifier sur le fait que la boîte africaine. Donc, nous investissons là où nous trouvons des opportunités d'investissement. Il se trouve effectivement que certains pays présentent beaucoup plus d'opportunités d'investissement et je pense que c'est là que des personnes comme Younis jouent un rôle clé. Nous investissons en série A des tickets de 5 à 10 millions parce que il y a 2 ans ou il y a 3 ans, quelqu'un comme Younis a investi un premier ticket de 500 000. C'est ça qui permet d'avoir des boîtes qui viennent du Nigeria, de l'Égypte, d'Afrique du Sud, du Sénégal, de partout. Et donc, pour moi, ce qui fait probablement qu'on voit moins de boîtes francophones et qu'on a beaucoup plus de mal à en faire, c'est qu'il n'y a pas en amont assez de Younis qui font le travail qu'elle fait, qui vont financer les boîtes en amont. C'est qu'il n'y a pas assez en Afrique francophone de gens comme vous tous, les angels, qui allaient chercher les boîtes et qui les créaient pour nous. Je dois avouer ici que moi, je ne suis que celui qui vit de votre travail. Cela dit, c'est vrai que quand on présente un dossier d'investissement, il y a un certain nombre de choses qui doivent être là. L'équipe, évidemment, c'est toujours clé et nous avons de très belles équipes en Afrique francophone, mais il y a un deuxième critère sur lequel c'est plus difficile d'articuler quand vous êtes, disons, le Togo ou le Gabon, c'est la taille du marché. C'est toujours beaucoup plus facile de présenter un dossier avec une taille de marché de 200 millions d'habitants, de 100 millions d'habitants, que de le faire pour un pays de moins de 10 millions. Mais en même temps, il faut reconnaître 2 choses. Un, nous les francophones, nous avons la République démocratique du Congo. Donc, nous avons aussi nos pays avec maintenant des tailles de marché qui grandissent, donc il faut juste que l'écosystème se construise. Et deuxièmement, les pays francophones ont des espaces communs, comme l'UMOA, comme la CEMAC, où il y a assez d'intégration pour que le marché qu'on considère, ce ne soit pas le Sénégal, le Togo ou la Côte d'Ivoire, mais l'UMOA, par exemple, où on commence à avoir des marchés substantiels. Donc, je pense que si les entrepreneurs apprennent à articuler des projets en prenant en compte ces zones d'intégration-là,
nous n'aurons aucun mal à avoir des tailles de marché. Enfin, un dernier petit exemple concret pour finir sur ce sujet. Les gens ont toujours dit certains pays sont trop petits pour avoir assez de taille de marché. Et moi aussi, je faisais partie des gens qui le disaient. Nous avons investi donc il y a 4-5 ans dans une petite start-up au Sénégal qui s'appelait Wave. Et cette petite start-up, 2 ans après, valait 2 milliards en étant qu'au Sénégal. Et pour moi, c'était la démonstration que dans certains marchés, dans certains secteurs, il y avait assez de profondeur de marché pour construire de très, très grandes boîtes, même dans un tout petit pays comme le mien. Donc, je ne vois pas vraiment d'obstacle, encore une fois, à part le fait qu'il n'y a pas assez d'investissement en amont. Et donc, Eunice, we're relying on you. Mais je pense que I have a similar point of view. La raison pourquoi est-ce que je pense... Non, vas-y, Anna. Alors, Eunice, je vais vous laisser rebondir. J'avais une question un peu similaire. Je voulais juste faire une petite intervention. Nous sommes avec nos amis de la Brasimba ici. Donc, voilà, de Lumumbashi. Donc, je vais me déplacer physiquement comme j'étais sur leur voiture. Et on continue toujours l'entretien. Merci beaucoup. Alors, Eunice, je vais vous laisser finir votre propos. But the question I had was around regional integration, right? Especially because you're investing in East Africa and in West Africa. To which extent do you see companies from Francophone Africa, for instance, DRC, trying to come to Kenya, or Senegal, Ivory Coast, trying to find synergies in Nigeria? How does it impact your investment strategy there? Yeah, definitely. That's a really good question. I mean, je vais essayer de parler en français, mais je vais mélanger le français et l'anglais. I invest in Central, West, and East. Donc, j'investis en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et je pense que je ne vois pas beaucoup de compagnies francophones essayer d'entrer dans le marché anglophone. Je pense vraiment que je vois plus de compagnies, peut-être si une compagnie commence au Cameroun, je pense que ça serait plus pratique pour eux d'essayer d'entrer en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou d'autres marchés francophones au lieu d'aller entrer dans des marchés anglophones. Même pour les marchés nigériens, c'est un peu difficile pour le Nigeria, especially for my startup. Some of my startups have a hard time getting into Kenya and other, like East African markets, just because of like policies, like they also want to make sure that a lot of the companies that are being incorporated and started by Kenyans, are being successful in their respective countries. So for a Francophone startup to try and expand into an Anglophone market will actually be harder. And I will not recommend that strategy. In fact, you have so much more advantage expanding to other African countries because, premièrement, la manière que tu as construit ton application déjà en français, c'est plus facile de continuer cette application en français. La plupart d'entre nous, en Afrique francophone, nous utilisons le franc CFA. C'est facile d'intégrer mobile money and the currencies that we use. So, in my perspective, I don't think I would recommend that strategy, but I think it is feasible. I don't just think it will be the easiest and the most practical strategy as a startup looking to expand across the continent. Unless you become like, some of the bigger guys, the Flutterwaves, right? That have the resources, the capabilities, and the money to be able to do that. So that's my answer. Alors, I don't know. Do you have another? Merci. Merci Eunice et Tidjane, donc très très clair. Donc les francophones, apprenez à définir des marchés qui démontrent que vous avez beaucoup de clients et de sociétés avec de l'argent, du bongo, de préférence dans 2 ou 3 pays, et donc il faut être plus ambitieux dans les géographies que vous visez. Ça c'est important. Maintenant, je vais peut-être rebondir sur le sujet des valorisations. Moi, j'ai beaucoup de petits Afrique francophones qui me disaient, Anna, je fais un petit chiffre d'affaires annualisé de 200 000, 300 000 $, et puis on me dit, oh, ta startup vaut 50 000 $. Tidiane, Eunice, quelle est votre vue sur les valorisations en Afrique francophone par rapport à d'autres géographies? Pourquoi est-ce que vous nous donnez des petits prix comme ça? Nous aussi, on travaille dur, même si on n'a pas l'eau ni l'électricité.
I'm like, who's valuing those companies? I mean, I would never do that to, even if you're a Francophone company, I don't think that makes sense. I think the way you should look at valuations is based off revenue. I think a 3 to 10, I've seen some companies in Nigeria and other places exaggerate the valuations a little bit, but I think a good valuation metrics, you want to look, 3 to 5x, either the revenue of the company or that. So many other metrics that you can look when you're valuing a company. For me, if you've incorporated, you have some customers, the minimum you should be valuing your company is roughly about $1 million. That's like the starting point. Anything below that, like all the efforts, if you're starting to fundraise, it means you have something, right? So you want to make sure that that's the baseline. So je ne sais pas quels sont les investisseurs qui décident qu'ils veulent, ils veulent investir, I don't know, $10,000 pour $50,000 de valeur. So like, that does not even make sense to me. So I've never heard of it. I don't know if that's the thing. Et je pense aussi que parfois, peut-être, des investisseurs essayent d'explorer les startups de l'Afrique francophone parce qu'il n'y a pas tellement d'investisseurs dans ce secteur, in those regions. But you shouldn't sell yourself short and sell so much of your startup at a very early stage, given that people like myself will probably come and take 10 to 20%. People like Tidjane will come again, over every layer of fundraising will probably be, diluting yourself 10 to 20%. So you don't want to get at a stage where like you're just getting started and you've already sold 30 to 40% of your company. Nobody will even be interested in taking that investment again because they're like, if the founder is pretty much less than 40-30% by the time he reaches Series A and B, it's not even worth the investment for a lot of investors because they don't know how much committed you are at that point because you pretty much lost all equity into your company. C'est très juste. Donc, je pense que c'est important peut-être de le dire ici puisqu'on a une communauté d'angels. La réalité triste et cynique, c'est que on voit des valeurs trop basses, on voit des gens qui prennent trop de place dans les cap tables et dans un marché où les entrepreneurs n'ont pas beaucoup d'options, ils ne voient pas beaucoup d'investisseurs, ils se font squeezer un peu. Maintenant, moi, ce que je voulais rajouter comme point, c'est l'intérêt pour vous en tant qu'investisseur early stage, en tant qu'angel, de donner aux founders une valorisation correcte, de ne pas prendre trop de place dans la cap table. C'est que normalement, si vous avez décidé d'investir dans cette boîte, c'est que vous pensez qu'elle va avoir une trajectoire intéressante, qu'elle va grandir, qu'elle va prendre du seed, qu'elle va prendre de la série A et de la série B. Si vous faites quelque chose au début qui empêche ça, vous jouez contre votre intérêt. Et comme le dit Younis, une entreprise où le fondateur est trop dilué, c'est un vrai problème au moment de prendre un investissement en seed ou en série A. Parce qu'en plus, même nous, au moment d'investir en série A, nous nous disons, cette entreprise va peut-être encore lever 1 ou 2 tours. Elle va être encore à chaque fois diluée de 20%. Et le problème pour nous, c'est que si le founder n'a plus assez d'upside dans la boîte, il ne va pas rester. Il ne va pas être motivé, il ne va pas construire. Et donc, votre boîte ne va pas se développer, donc on ne va pas investir. Donc, il est très important qu'en tant qu'angel ou même pré-seed, qu'on accepte de rester dans un niveau d'ownership raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? C'est certainement pas 50%. C'est certainement, voilà. Nous, on s'attend à trouver des angels ayant pris 10% peut-être de la boîte au moment où ils arrivent en série A. Ayant pris peut-être plus, mais étant dilués par le seed et le pré-seed à des niveaux plus raisonnables. Il faut être clair. Prendre 40% d'une boîte en tant qu'angel ou pré-seed, c'est s'assurer qu'elle ne pourra pas lever en série A et donc c'est tuer votre propre investissement. Et je pense que c'est important d'y penser comme ça. Et j'aime bien la manière dont tu as parlé parce que je pense que parfois les gens pensent qu'en prenant tellement de pourcentage dans une compagnie, c'est une bonne chose, c'est bien pour eux. Mais je vois, et c'est aussi un problème parce qu'à la fin de la journée, quand tu investis dans une compagnie, tu dois penser comment est-ce que je vais recevoir mon investissement 10x et 100x dans 5 à 10 ans.
Et le seul moyen pour que tu puisses recevoir cet investissement, c'est que cette compagnie puisse continuer à fundraise from pre-seed to seed, to Series A, all the way to Series C. Et je me dis aussi que parfois, c'est un petit problème avec les boîtes en Afrique francophone, parce que quand peut-être une compagnie en Afrique francophone vient vers moi, ils disent « Oh, je suis en train de fundraise for my company ». Pour moi, je regarde aussi quels sont les autres investisseurs qui peuvent entrer dans le deal, même comme c'est à un very early stage. Et tu ne veux pas être dans une situation où tu as investi, tu es la seule personne qui a investi dans cette compagnie. Et je me dis aussi que parfois, c'est ça qui nous arrête un peu d'investir plus notre argent en Afrique francophone, given that many people are comfortable with, English-speaking countries like Nigeria and Kenya and all the likes. Fantastique. Alors, désolé, problème de connectivité. J'allais dire, en Afrique francophone, on aime pleurer qu'on ne regarde pas, mais il faut qu'on bâtisse les infrastructures. Télécommunications, énergie et routes. On reste quand même très derrière par rapport à l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est en particulier. Sur les sujets de valorisation, vous avez entendu les points, pas moins de $1 million. Bon, en RDC, je dirais 500 000, parce que vous savez que dans notre pays, parfois, c'est un petit peu compliqué. Et vous avez entendu Tidjane. Au niveau pre-seed, il ne faut pas donner plus de, moi, je dirais même pas plus de 20% de vos capital de votre entreprise à des angel investisseurs. Raison pour laquelle il est important dès le départ de vous accompagner et d'accepter du financement d'investisseurs crédibles, des business angels institutionnalisés qui auront les bonnes pratiques et qui vous aideront à grandir dans le long terme. Alors, petit changement de conversation. C'est moi qui vais attaquer les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. J'entends beaucoup de ces entrepreneurs qui nous disent « Oh, mais Anna, tu nous as présenté à des fonds, mais moi, j'ai pas envie de leur courir après. Je leur ai envoyé un email et ils m'ont plus répondu. Comment ça se fait ?» Quelle est votre vue là-dessus, Tidjane et Eunice? Est-ce que vous entendez ce type de plainte de la part des Égyptiens ou des Nigérians? Et est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs francophones jouent le jeu de la demande de financement? Pour moi, je pense que quand tu es en train de chercher les investissements, c'est toi qui dois courir après les investisseurs. And that might sound a little bit bad, but ce que je veux par là dire, c'est quoi? Nous sommes... en tant qu'entrepreneur, we are salespeople, right? The same way that you're chasing after your customers, on doit chercher les clients, on doit chercher les employés, on doit chercher les investisseurs. Et tu ne peux pas envoyer un email à un client et juste penser que, OK, parce que ton produit est tellement si bien que ça, ils vont venir, ils vont utiliser. C'est de la même manière avec les investisseurs. Parfois, tu dois, et on reçoit tellement... Par exemple, nous, à Adjim Capital, parce que nous investissons très tôt, on reçoit parfois presque même 100 applications par semaine. Et l'année passée, j'ai vu à peu près 2000 et j'ai investi dans 10. Donc, vous pouvez voir qu'on reçoit tellement d'applications des entrepreneurs qui cherchent de l'argent et ce n'est pas toujours évident. Si tu m'envoies juste un mail ou bien une seule fois et puis tu penses, OK, je les ai envoyés une seule fois et puis c'est tout. You have to keep following up. You have to keep... Et un autre truc aussi que je pense que les entrepreneurs ne savent pas, même quand un investisseur te dit non, non ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais investir. Non, peut-être peut dire que, OK, peut-être vous n'êtes pas prêt, peut-être ce n'est pas un produit qu'ils sont intéressés, mais si c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt, peut-être ils veulent voir un peu plus de transactions. Ajoutez-le sur votre... monthly updates. I don't even know how you say that. Either monthly or quarterly update. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements que j'ai regardés très tôt, mais avec le temps, ils m'envoyaient des mails pour me montrer voici comment est-ce que nous sommes en train de faire. Et peut-être 6 mois à 8 mois plus tard, j'ai investi. Donc, ce n'est pas, oh, I reach out one time and then that's it. C'est très clair, Eunice. Moi, je vais faire de la publicité non déguisée, mais par exemple, une start-up qui a bien fait son travail de newsletter, Eunice, c'est quand une start-up va envoyer aux investisseurs tous les mois un petit résumé, pas besoin d'écrire un roman, mais même 10 bullet points où vous dites nombre de clients augmenté de tel niveau, chiffre d'affaires de tel niveau, nouveaux partenaires, etc. C'est Waspito au Cameroun. Je suis sûre que Eunice les connaît. Waspito, plateforme de santé, qui aujourd'hui a levé des millions de dollars et c'est une belle réussite en Afrique
centrale et on espère qu'il y en aura plus dans le reste du continent. Alors Tidiane, je vous redonne la réponse sur peut-être la manière dont les entrepreneurs africains... Non, ça va, ce ne sont pas des rebelles, je suis saine. Donc peut-être Tidiane, la manière dont les entrepreneurs... on ne sait jamais. La manière dont les entrepreneurs francophones travaillent avec les fonds, comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer pour essayer aussi de convertir leur taux de réussite? Écoute, Eunice a déjà touché tous les points, mais le seul point que je veux rajouter là-dessus, c'est l'aspect travail de recherche préalable. Je pense que les gens envoient beaucoup de mails sans avoir fait le travail d'essayer de comprendre pour chaque investisseur, est-ce que c'est celui qu'il vous faut maintenant? Est-ce que, par exemple, si Eunice a dit, moi, je fais des ticket size entre 50K et 200K, je pense que quand vous levez 10 millions, il ne faut pas écrire à Eunice. Vous perdez votre temps et son temps. Si moi, j'ai dit, j'investis entre 1 million et 8 millions de dollars, si vous levez 200K, il ne faut pas m'écrire. Mais ce n'est pas que les montants. Chaque investisseur a une thèse d'investissement, dit quel type de ticket il veut faire, dans quel pays, dans quel secteur. Et si vous faites un petit Google, vous trouverez cette personne en train d'en parler. Les investisseurs, en général, sont très généreux sur l'explication de leur thèse. Et donc, faire ce travail de recherche préalable vous permet de bien cibler les investisseurs. Et je trouve que ça, ce n'est pas forcément bien fait. Et ensuite, culturellement, je trouve que dans l'espace francophone, la méthode d'engagement me semble un peu... alors, je suis désolé, hein, je vais taquiner un peu mes amis francophones ici. Je vais recevoir un email, un investisseur va dire... Taquiner. Là, excusez-moi de vous couper, Tidiane, mais vraiment, le but de cette séance, c'est que nos entrepreneurs repartent vraiment bien outillés sur le champ de bataille. Donc, il faut les taquiner. Je reçois un message, peut-être sur LinkedIn, d'un entrepreneur francophone. Il dit « Bonjour, Tidiane ». Et il attend que je réponde et que j'accepte l'invitation. Et si jamais je l'accepte, ce qui est très improbable, hein, je n'ai aucune raison de l'accepter. Il a juste dit bonjour. Est-ce que je peux vous parler de ma boîte? Et si jamais je dis oui, comment je peux vous en parler? Est-ce que, et ce que j'attendrai de cet entrepreneur, c'est que le premier message, que ce soit écrit bonjour Tidiane, je suis machin, je suis fondateur de telle entreprise qui fait ça dans tel et tel domaine, je suis déjà à tel niveau et je cherche un investissement de série A de 5 millions, voici mon deck, quand est-ce qu'on va en parler? La communication doit être très efficace parce que, comme l'a dit Eunice tout à l'heure, elle reçoit 2000 sollicitations par an. Nous en recevons 600. Si j'ai ouvert votre message, c'est peut-être votre seule occasion là. Dites tout dans le premier message. Dites tout et mettez le deck. Surtout, mettez le deck. Et dites tout. Dites dans le message ce qu'il faut pour qu'on ait envie d'ouvrir le deck et mettez tout dans le deck. Ne dites pas « je vais attendre qu'il me réponde » ou « je vais attendre un NDA » parce que sinon, il va me voler mes secrets. Elle voit 2000 entreprises par an. Elle n'a pas besoin de votre secret. Mais par contre, vous avez besoin qu'elle sache ce que vous faites très vite en un seul mot. Donc, si j'ai un seul conseil, c'est cibler les entrepreneurs et dites tout dans le premier message. Cibler les investisseurs, pardon. Aïe, aïe, aïe. Tout, dites tout, s'il vous plaît, dans le premier message. Ne dites pas bonjour. Aïe, aïe, aïe. Donc, Tidiane, parle-t-il d'investissement ou d'une femme qui recherche un homme, hein? En tout cas, c'est clair. Dès la première rencontre, mettez tout sur la table. Le pitch deck doit être là. Donc, moi-même en RDC, je fais quand même un petit peu l'effort. Quand vous me contactez, il n'y a pas de pitch deck. Je me dis, je sais qu'ils n'aiment pas partager les informations et tout. Mais dans le reste du continent, en fait, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, il faut vraiment vous mettre au niveau. Alors, comme on veut que cette séance soit interactive, j'ai directement passé peut-être à certaines questions qui ont été posées dans le chat. Ah, il semble que certains de nos amis francophones soient avancés. On parle déjà de sortie et d'exit. Alors, Tidiane Eunice, on sait que notre continent manque un peu de liquidité, que ce soit en termes de sortie partielle ou complète par rapport à d'autres continents. Est-ce que vous-même avez déjà eu l'occasion de sortir, même partiellement d'un investissement ou de faire un autre tour de table, de bénéficier d'un autre tour de table dans l'une de vos sociétés? Pourriez-vous en parler un petit peu? OK, je me jette à l'eau alors. Premier point, je pense que pour, encore une fois, les investisseurs early stage, les angels et les personnes communistes qui sont ici, je leur envie une chose, c'est que
vous investissez en Angel et Pre-Seed et normalement, en série B, par exemple, déjà, vous pouvez faire de l'exit, dans le sens où les plus gros investisseurs qui arrivent peuvent vous racheter. Nous le pratiquons beaucoup, le secondaire dans la série B, parce que nous pensons que c'est un mécanisme très important de s'assurer que ceux qui sont entrés en premier, qui ont pris les risques les premiers, quand la boîte est maintenant passée d'une valeur de 1 million à une valeur de 100 millions, que c'est intéressant pour eux de sortir un peu d'argent. Et surtout, c'est important parce que ces personnes-là, quand elles sortent de l'argent, vont le remettre directement au début de la ligne dans une nouvelle entreprise et créer encore plus d'entreprises. Donc, c'est très important qu'on génère des exits en secondaire. C'est ce qu'on appelle le secondaire. C'est quand toute la boîte n'a pas été vendue, mais vous vendez juste vos parts à un nouvel investisseur. Alors, on ne le fait pas beaucoup avant, pas en série A, pas en seed, parce que tout le capital qui est disponible sur la table en seed et en série A, on veut qu'il soit mis dans la société et mis au travail. À partir de la série B, il y a en général assez de capital disponible pour qu'on puisse libérer les premiers investisseurs et c'est important pour nous. Donc, nous sommes souvent du côté de la table où nous disons nous voulons racheter des parts des angels et des Pre-Seed. Ensuite, pour nous, maintenant, nous qui entrons en série A et B à des valeurs de 20 millions, l'exit, c'est plus loin. C'est quand est-ce qu'on va arriver à amener la boîte à 500 millions, à 1 milliard. Et il faut avouer qu'il n'y en a pas encore eu beaucoup dans notre marché. Nous avons eu la chance d'en avoir une. Quand nous avons investi dans Wave au Sénégal, nous avions investi dans 2 sociétés, SendWave qui faisait le transfert international et Wave qui faisait le mobile money. Et nous avons eu un exit sur SendWave qui est en réalité le plus gros M&A probablement jamais réalisé en Afrique pour l'instant dans la tech. Parce que World Remit a acheté cette boîte à une valorisation supérieure à 600 millions. Et comme je vous le disais, ce que je trouve intéressant, c'est que les fondateurs ont immédiatement remis une grosse partie de l'argent qu'ils ont reçu dans leur nouvelle société et aussi se sont mis à investir autour d'eux des petits tickets de 10, 20, 50K dans d'autres entrepreneurs. Et en plus, ils avaient l'expérience et donc ils les coachent. Pour moi, c'est ce point-là. C'est important de faire des exits parce que ça génère beaucoup plus de capital pour le early stage, pour les angels et pour le pre-seed. Mais moi, je n'en ai pas encore beaucoup. Je suis désolé. Peut-être Eunice, Parfait, non, mais très bonne réponse, Tidjane. Mais peut-être du coup, Eunice, on va moins centrer la question sur les sorties et peut-être plus sur vos stratégies de levée de fonds, d'accompagnement des startups et du portefeuille pre-seed pour les aider à lever du financement série A peut-être. Et comment vous maintenez les relations avec les fonds VC? Est-ce que vous attendez à ce que vos entrepreneurs cherchent des investisseurs série A? Est-ce que vous le faites? Expliquez un petit peu la mécanique pour nos auditeurs aujourd'hui. Yeah, I think une des avantages de travailler même avec quelqu'un comme moi qui est basé aux États-Unis et je suis un fonds des États-Unis, même comme j'investis tout simplement juste en Afrique. Un des avantages de travailler avec moi, c'est que je crée beaucoup de relations avec des VC américains. Beaucoup de mes compagnies que j'ai pu investir après seed et seed, beaucoup d'entre eux ont été introduits à des VC américains et beaucoup ont eu des investissements par des VC américains. Donc, je pense que c'est aussi un moyen parce que vraiment, si on veut vraiment regarder les VC africains, focus africains, beaucoup d'entre nous n'avons pas tellement d'argent dans notre compte, à part les Patek ou bien TLCom qui sont dans les 100 millions de dollars. La plupart d'entre nous sont entre 5 à 75 millions. Donc, ça, ce n'est pas vraiment beaucoup de fonds pour juste dépendre de cela pour investir dans beaucoup, surtout quand nos compagnies quittent de pre-seed et seed et maintenant, ils entrent dans Series A. À part Patek, TLCom et quelques autres VC qui sont vraiment focalisés en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'entre nous. Donc, une des choses que je me rassure avec beaucoup de mes startups, c'est que je continue à créer des relations plus focalisées aux États-Unis, pas forcément dans d'autres pays, puisque je ne suis pas dans ce pays-là. Mais j'essaie de me rassurer que je crée beaucoup de relations avec des VC ici aux États-Unis qui sont intéressés à peut-être investir en Afrique, mais ce n'est pas vraiment le focus. Eux, ils veulent juste voir les meilleurs deals et ils veulent pouvoir investir aussi, même si ce n'est que 1 à 5% de leurs assets under management.
Alors, merci à tous les deux. Vraiment, le message que je voudrais que vous reteniez les entrepreneurs, c'est qu'évidemment, en tant qu'investisseurs, nous faisons le travail de vous présenter à d'autres fonds. Qu'on vous le dise ou pas, régulièrement, nous discutons avec les fonds, nous présentons des pays, des opportunités. Donc, ne croyez pas qu'on se tourne les pouces. Et du coup, quand on vous présente à des grands fonds, c'est important de ne pas nous faire honte. Donc, c'est important de bien présenter votre société, de répondre aux emails quand ces fonds vous contactent et qu'on puisse tous travailler de manière sereine. Alors, avant de passer à la question sur l'impact et je dirais la valeur ajoutée que Tidiane et Eunice essayent d'apporter à leurs entrepreneurs, je vais donner la parole à Monsieur Jeffrey qui a une annonce spéciale. Attention, on me dit qu'il y a un invité spécial. Est-ce Elon Musk? Jeffrey, à vous la parole. Hello, everyone. Okay, so I'm just trying to pull up my screen. Just hold on, I'm trying to pull up my screen. Okay. Yes. En attendant, pour les autres membres du public qui avaient les questions, n'hésitez pas à les inscrire. Donc, nous allons bien poser les questions sur l'impact des fonds visibles. Voilà, Jeffrey a sa présentation. Allez-y, Jeffrey, je vous redonne la parole. Jeffrey, go ahead. The mic, I'm giving you the mic back. Go ahead. So hello, everyone. I hope everyone can hear me. Yes, we can hear you. Go ahead. The early bird ticket for $4.99 on our platform via www.africainvestorsummit. Alors, Jeffrey, the sound is not... I think the sound is not too great, but I will make the announcement myself. Donc, bonjour à tous. Nous voulions vous rappeler que le sommet de Early Stage Investment du financement Pre-Seed et Angel a bien lieu au mois de novembre avec les tickets qui sont déjà en vente, supportés par ABAN. Donc, vous demandiez si il y a des clubs d'investissement structurés qui peuvent faire du business angel en Afrique. Oui, et donc nous célébrons nos 10 ans. Et donc, il y aura bien un sommet. On va un petit peu reprendre les bonnes transactions des business angels, les bonnes pratiques en termes de structuration. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le sommet est toujours à moitié virtuel et à moitié présentiel. Moi, on me paye combien pour faire cette publicité? Je prends mon chèque à la fin. Alors, je reviens au sujet sérieux. Donc, la question de la valeur ajoutée, de l'impact que les fonds peuvent apporter aux entrepreneurs. Je vous laisse répondre, Tidjane et Eunice, mais juste pour bien faire la différence, tous les fonds n'ont pas la même valeur ajoutée. Et quand Tidjane disait il faut que vous fassiez votre recherche avant de vous mettre en mariage avec un fonds, c'est ça. Il y a des fonds qui sont plus ou moins passifs, des fonds qui vont être plus ou moins bons dans le développement commercial, dans la levée de fonds. Donc, avant de signer et pour ensuite être déçu, faites votre recherche. Mais je redonne la parole à Tidjane et à Eunice pour parler de Partech et de Ajim Capital. Eunice, je ne sais pas toi, moi, je suis toujours un peu cynique sur cette histoire de valeur ajoutée parce que tous les investisseurs que vous rencontrez vont vous dire, nous, on n'est pas là que pour le capital. On apporte de la valeur ajoutée. Je pense que les investisseurs aiment exagérer leur valeur ajoutée. Mais par contre, je pense plus l'investisseur est early stage, plus il investit tôt, à mon avis, plus cette valeur ajoutée en dehors du capital est réelle. Quand on accompagne un entrepreneur qui vient de commencer, ce n'est pas la même chose que quand on accompagne un entrepreneur qui fait déjà 1 ou 2 millions de revenus. Je pense que quand Eunice investit en seed ou en pré-seed, il y a beaucoup de hand-holding. On doit vraiment aider accompagner les entrepreneurs. Comment est-ce qu'un investisseur, nous, on accompagne en série A et B, parce que je vais laisser Eunice dire comment elle accompagne en seed et pré-seed. Nous, en série A et B, je pense que nous avons 2-3 rôles importants. Notre premier rôle, c'est d'être le sounding board pour l'entrepreneur. L'entrepreneur a déjà construit, lancé son produit, l'a validé sur le marché et dans des stratégies d'expansion. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il faut reconstruire tout son modèle d'acquisition, son modèle commercial. Il faut qu'on refaire son modèle opérationnel parce qu'on a construit le produit pour servir 100 clients. Maintenant, on va aller en chercher 1 million. Et donc, avoir, par exemple, cette capacité de surveiller les unit economics. Est-ce que je suis en train de
de payer le bon coût d'acquisition par rapport à ce que je vais récupérer chez le client. Donc, l'aider sur la stratégie et l'analyse de sa boîte. Nous voulons être le sounding board. Donc, ce n'est pas nous qui lui faisons la stratégie, mais nous voulons être l'interlocuteur qui lui pose les bonnes questions, qui l'aide à se poser les bonnes questions. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours l'entrepreneur qui gère sa boîte. Ce n'est jamais nous. Nous ne sommes que des passagers. Et nous ne sommes que des advisors. Donc, nous les aidons à se poser les bonnes questions. Un deuxième rôle que nous jouons, c'est nous aidons l'entreprise à se structurer. Parce que quand nous arrivons, souvent, l'entreprise a encore une fois une certaine histoire, mais maintenant doit aller à un autre niveau. Il y a beaucoup de travail de structuration que l'entrepreneur ne connaît pas parce qu'il n'a jamais fait cette trajectoire-là. Et donc, l'aider à ça. Et enfin, et c'est rigolo, c'est la plus grosse demande des entrepreneurs, c'est qu'il faut les aider à recruter. Et quand une entreprise vient de lever 3 millions de dollars, la chose la plus importante et la plus grosse source d'erreurs et de fatalities, de mort d'entreprise, c'est ce recrutement-là. Il faut recruter les gens qui vont organiser ce scaling-là. Et finalement, ce n'est pas simple, surtout quand on essaie de le faire en plus dans plusieurs pays. Et c'est là qu'ils nous demandent beaucoup d'aide et c'est là que nous les aidons en les présentant aux bonnes personnes, en les aidant à évaluer les personnes qu'ils voient et en les aidant à conclure et à faire venir ces personnes. Parce que parfois, par exemple, c'est quelqu'un qui est déjà dans un gros poste dans une banque et ça le rassure quand Partech lui dit « Moi, j'ai investi 5 millions de dollars dans cette boîte, vous pouvez venir, vous aurez votre salaire, vous n'allez pas vous retrouver dehors dans 3 mois. » Mais ça, encore une fois, c'est la partie plus légère. Je suis sûr que Eunice fait des choses beaucoup plus profondes et structurelles en amont. OK, bon, je suis l'une des investisseurs qui est un peu différente parce que je compte investir dans beaucoup de compagnies, à peu près 50 à 70. Donc, c'est vraiment beaucoup de compagnies pour dire que je suis vraiment active in the day-to-day of the company. Et moi, je pense, parce que j'ai été entrepreneur, je sais que même comme les VC disent toujours qu'ils ont des value add, il n'y a vraiment pas beaucoup de VC qui sont là, on arrête vos communs jour après jour. Vous devez, c'est toujours votre bébé, c'est toujours votre compagnie. Vous connaissez cette compagnie mieux que quiconque parce que vous mangez, vous buvez, vous dormez cette compagnie. So for me, je pense que l'une des valeurs que nous apportons beaucoup plus, c'est nos relations. Right? So, chaque fois quand j'investis dans une compagnie, cette compagnie vraiment détaillée part à une liste de plus de 300 investisseurs aux États-Unis et abroad. Et la plupart du temps, la plupart des investisseurs dans cette liste décident qu'ils veulent investir aussi avec moi. Je suis aussi une entrepreneur, j'ai commencé plusieurs compagnies. Tous mes startups montent sur WhatsApp. C'est a very basic thing. Mais ils savent qu'ils peuvent me contacter n'importe quand, me demander des questions les plus simples et les plus stupides qu'ils pensent. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment valable quand tu es vraiment à that early stage. But another thing to that I help a lot is like get them into accelerator programs, right? Like a lot of the accelerator programs, les programmes comme Texters, YC, 500 Global, nous avons des connexions avec tous ces programmes et nous rassurons qu'au moins 70 à 80% de nos portfolios, après que nous avons investi, puissent entrer dans ces programmes parce que eux, ils ont plus les ressources pour pouvoir arrêter nos entrepreneurs, les diriger vers the good direction, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils structurent légalement, soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, comment est-ce qu'ils peuvent grow their team, recrutement, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment construire their products, so like product development, et how to like grow when it comes to like scaling their customer base. They take it more in depth than I would ever do. Même si je décide que chaque semaine, j'ai un meeting avec toutes mes compagnies, je ne pense pas que je vais pouvoir les aider comme quand ils entrent dans des programmes d'accélération.
C'est parfait. Merci Tidjane et Eunice. Je pense que vous avez bien mis en valeur différents aspects du plan de valeur ajoutée. Moi-même, faisant du pre-seed, que ce soit avec DRC Impact Angels, mon club d'investissement ici ou d'autres véhicules, je pense que les bons ingrédients sont voilà, l'inscription dans des programmes d'accélération, les appels d'offres en subvention, donc vraiment sur WhatsApp communiquer sur toutes ces opportunités. Au départ, je mets en place un plan de valeur ajoutée en disant à la startup quelles sont les choses que tu souhaiterais qu'on t'apporte. Et nous, on peut te dire si oui ou non on peut le faire. Et de notre côté, on précise les choses qu'on aimerait voir. Et donc, pour certaines startups, ça peut être du développement commercial, par exemple, présenté au DG d'EcoBank, de MTN et de je ne sais quel hôpital. Si c'est dans mon réseau et que j'ai les capacités de le faire, ça fait bien partie du plan de valeur ajoutée. Le petit écueil, à l'inverse, c'est bien de comprendre que votre angel investisseur ne deviendra jamais votre directeur commercial, ok? Donc, moi, les sociétés qui parfois tous les jours, hey, meuf, au Soudan et tout, il faut que je trouve une société qui vend des poules, on fait comment? J'ai dit, hey, mais on fait comment? Je ne sais pas, monsieur, c'est vous l'entrepreneur. Donc voilà, il faut toujours trouver le bon équilibre. Alors, j'ai continué à remonter les questions. Sinon, en attendant, peut-être, Tidjane, Eunice, je vais vous poser pour finir, je pense, le plus bel investissement que vous avez fait. Mais pour commencer, quel est le pire des investissements que vous ayez fait, donc sans citer la société nécessairement, mais peut-être les éléments très négatifs qui se sont cumulés pour expliquer pourquoi l'investissement n'a pas réussi et pour vous et pour l'entrepreneur et comment nos entrepreneurs Afrique francophone pourraient apprendre de ces leçons-là. Alors moi, je peux commencer. Hein. En tout cas, en RDC, vous cachez toujours vos dettes. Moi, j'ai de l'argent chez quelqu'un. Hein, il n'y a pas de registre des dettes. Et puis, on découvre, après qu'on a investi, qu'il y avait 2 millions de dollars de dettes. Des dollars américains, pas des francs congolais. Hein, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'on ne fait pas un mauvais investissement. D'abord, il faut savoir que quand on est dans ce secteur, nous sommes confortables avec l'idée que nous prenons un risque sur beaucoup d'investissements. Je dis par exemple en série A, on s'attend à ce qu'un tiers des sociétés dans lesquelles nous investissons fassent faillite, qu'un tiers survive à peu près sans vraiment être successful et qu'un tiers soit très successful. Donc, nous devons être confortables avec ces erreurs-là. Mais c'est tôt. Moi, je ne fais ce métier-là que depuis 7 ans. On en a perdu 1 sur 17 et bon, on en perdra d'autres. Par contre, je peux dire quelques erreurs que nous avons fait en tant qu'investisseurs sur certaines transactions. La première, Younis a mentionné ça tout à l'heure, il ne faut jamais être seul sur un round. Et nous avons, par exemple, dans le premier investissement, nous avions fait la série A d'une boîte au Nigeria et nous étions le seul investisseur. Je dis toujours, nous avons été gourmands, nous n'avons pas fait de la place aux autres investisseurs. Résultat des courses, quand 1 an après la boîte était dans une période très difficile où il fallait rajouter de l'argent, il fallait les accompagner tous les jours, nous étions seuls autour de la table et c'était beaucoup de risques et beaucoup de travail pour nous. Et la leçon que nous en avions tirée, c'est que nous nous porterions beaucoup mieux s'il y avait 3 investisseurs autour de la table qui apportent en plus des valeurs différentes pour aider les boîtes dans les périodes difficiles. Donc ça, je ne le ferai plus jamais, par exemple. La deuxième erreur, je pense qu'on peut faire facilement dans notre secteur, c'est d'investir dans des très, très beaux projets portés par des entrepreneurs moyens. Il faut faire l'inverse, il faut investir dans des entrepreneurs excellents, même s'ils font des projets moyens. Parce que la vérité, c'est que le projet qu'on vous présente est vivant. Il va évoluer, il va être confronté à la réalité, il va évoluer. Et le bon entrepreneur sera capable d'ajuster le projet, de le faire évoluer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Le mauvais entrepreneur va vous présenter un beau projet. Le projet ne va pas fonctionner comme prévu, évidemment, comme tous les projets, mais il ne saura pas se réadapter et le reconstruire. Et donc, privilégier l'entrepreneur, la qualité de l'entrepreneur avant tout. C'est difficile parce qu'il n'y a pas, moi en tout cas en tant qu'ingénieur, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de framework, il n'y a pas de règles pour mesurer les entrepreneurs. Quand je suis arrivé dans ce secteur, j'ai demandé aux investisseurs vétérans, OK, how do you measure an entrepreneur? Et il n'y a pas. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution évidente, mais il faut s'attacher à avoir la conviction qu'on investit dans quelqu'un qu'on trouve vraiment excellent dans ce qu'elle fait. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on commet facilement.
OK. So, pour moi, je vais dire peut-être, comme tu l'as dit, Jeanne, je ne pense pas que j'ai un investissement qui est mauvais. J'ai investi dans plus de 20 compagnies présentement et je n'ai pas un mauvais investissement. Aucune de mes compagnies n'est morte, donc c'est vraiment une bonne chose. Mais je vais dire une erreur peut-être que les entrepreneurs font, c'est que don't run out of money and then reach out to me and say you've run out of money. Like, that's the worst mistake you can do. Et j'ai 2 de mes compagnies qui ont fait cette erreur où, au lieu de communiquer avec leurs investisseurs tôt, c'est-à-dire 6 à au moins 8 mois en avance pour dire, regardant le trajectory, je ne pense pas que nous allons pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir nous supporter pour les prochains 12 à 18 mois. Et vous attendez jusqu'à la dernière minute quand vous n'avez plus d'argent et vous venez nous demander de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose pour vous, mais ce n'est pas aussi ce n'est pas une bonne chose pour moi parce que ce n'est pas facile aussi pour moi de juste sortir avec un nouveau montant pour pouvoir investir dans votre compagnie. So that's probably the thing that I'm just like, don't do it. Et au niveau de l'une de mes compagnies préférées, je n'aime pas choisir un bébé, mais quand j'ai vu cette question, j'ai dit comment je vais choisir une. C'est une compagnie que j'utilise en tant que cliente moi-même, ça s'appelle Rennes, et ils me permettent de payer mes employés dans 4 pays, 3 pays africains et un en Europe, facilement. Et c'est quelque chose que je n'avais pas l'opportunité de le faire avant cela. So, Rennes, c'est une compagnie de payrolls, boring company, but they're doing really well. OK. On dirait que Anna n'est plus là. Nous avons perdu Anna. Il y a des questions sur le... Et l'heure aussi est passée. On a 1 heure. Alors, peut-être que comme c'est le moment de partager les erreurs, je peux en proposer une autre. J'ai vu, quand je venais de commencer à investir, cette tentation-là, encore une fois, en tant qu'investisseur, de penser que c'est notre société, que c'est nous qui la gérons. Je le disais tout à l'heure, nous investissons sur un entrepreneur pour qu'il gère sa boîte. Nous ne gérons pas la boîte à sa place. Et quand on a été soi-même entrepreneur, c'est comme quand on sait conduire la voiture, quand on est assis à côté et que la personne qui conduit, on a souvent envie de prendre le volant et de dire « laisse-moi faire ». Et je pense que c'est une erreur courante que je vois chez les angels. Et je répète souvent ça dans mon entourage aux angels. Restez un investisseur ou allez rejoindre complètement la boîte et travailler 100% pour la boîte. Ne faites pas ce truc entre les deux ou parce que vous avez mis de l'argent, vous voulez maintenant dicter à l'entrepreneur ce qu'il doit faire. Si vous pensez que vous devez lui dicter ce qu'il doit faire, vous n'aurez pas dû investir. Il faut vraiment se dire que cet entrepreneur, j'ai investi parce que je sais qu'il peut gérer sa boîte. Je suis là pour l'aider, mais je ne prendrai pas le volant. Toute tentative de prendre le volant finit par un accident. Et il n'y a pas d'exception à ça. Chaque fois que les investisseurs ont essayé de prendre et de gérer la boîte à la place de l'entrepreneur, ça se passe très mal. Et donc, aussi bien si vous êtes angel que si vous êtes entrepreneur, c'est une situation qu'il faut éviter à tout prix. OK. I think Anna is back. Voilà, je suis de retour. Désolée, j'ai manqué quelques minutes, mais je suis sûre que c'est intéressant. Il me semble que la session est finie. Donc, Jeffrey et Fadila, voilà, fallait vous poser vos questions avant. Hein. Olga, tout ça, voilà. Bon, on verra comment on peut faire un follow-up. Ils s'engagent, Tidjane et Eunice, tous les 3 mois, nous accordent 1 heure de leur temps pour faire ce type de format. Mais avant toute chose, je voudrais vous annoncer une nouvelle incroyable. Hein, comme aucun des deux ne veut investir en Afrique francophone, j'ai vraiment la fierté d'annoncer, vous connaissez Vivatech, vous savez que Vivatech est en cours. J'ai la fierté d'annoncer que Waspito, notre start-up du Cameroun, a gagné la catégorie santé à Vivatech. Voilà, c'est live.
on est fiers. On finira par s'en sortir aussi en Afrique francophone de manière générale, mais aussi en Afrique centrale. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui, surtout, vous avez appris de la part de Tidjane et Denise comment structurer vos sociétés, comment lever des fonds, les perspectives à mettre en avant. Et on essaiera de maintenir un dialogue plus régulier avec vous en français. Merci à tous. Anna Subei Kamwanga, administratrice d'Aban notamment. On a accueilli Tidjane Démé de Partech, Eunice Adjim de Adjim Capital et ravi de poursuivre les échanges avec vous dans le futur. Petit mot de la fin, peut-être Tidjane et Eunice en 1 minute. À bientôt. Bye. Bye bye. Merci Jeffrey, merci Fadila et merci Aban. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir écoutés. Et Anna, j'espère vous rendre visite à Lubumbashi très bientôt.